tous, ravis de vous retrouver pour le 19h à la une ce dimanche. À Abu Dhabi, son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, représente Sa Majesté le Roi à la présentation des condoléances suite au décès de son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Son Altesse Royale est reçue en audience par son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. 66e anniversaire des Forces armées royales, un hommage à une institution au service des intérêts suprêmes de la patrie et au service de la paix dans le monde. Dans ce journal, éclairage sur les rôles, l'évolution et la modernisation des phares avec Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue. Et à l'approche des vacances d'été, nous irons à la découverte de gîtes ruraux singuliers, les Tazota, des constructions anciennes bâties en pierre. On les trouve dans la région de Doukkala, un patrimoine architectural exceptionnel converti en espace touristique attractif. J'ai donc le plaisir d'avoir à mes côtés Mustafa Shimi, professeur de droit et politologue. Merci professeur d'être parmi nous, des nôtres ce soir. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, ce rappel de l'appel téléphonique avant-hier vendredi entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan suite à la triste nouvelle du décès de son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. Au cours de cet appel, Sa Majesté le Roi avait exprimé à son Altesse et à son illustre famille princière et au peuple émirati frère ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion suite à cette perte cruelle d'un leader arabe noble et brave lié au Maroc par des liens solides de fraternité et d'estime. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le Roi a donné ses hautes instructions pour décréter un deuil officiel de 3 jours dans le royaume, observé depuis avant-hier vendredi, avec mise en berne du drapeau national sur les édifices gouvernementaux, les administrations et les lieux publics, ainsi que sur les ambassades et consulats du Maroc à l'étranger. En ces douloureuses circonstances, Sa Majesté le Roi avait adressé des messages de condoléances et de compassion à son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan et à son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum en sa qualité de vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, président du Conseil des ministres. Suite au décès de son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, son Altesse Moulay Rachid a représenté aujourd'hui à Abu Dhabi Sa Majesté le Roi à la présentation des condoléances. Son Altesse Royale a présenté les condoléances de Sa Majesté le Roi lors de l'audience que lui a accordée son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. Mrim El Missi. Aéroport présidentiel à Abu Dhabi. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, est accueilli à son arrivée par Cheikh Hazza bin Zayed Al Nahyan, président du Conseil exécutif de l'Émirat d'Abu Dhabi. Son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, est ensuite reçu en audience par son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. L'occasion pour son Altesse Royale, le Prince Moulay Rachid, de présenter les condoléances de Sa Majesté le Roi Mohammed VI suite au décès de son Altesse Cheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan. Une audience marquée par la présence notamment du côté émirati de Cheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires de la Présidence, Cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, conseiller à la sécurité nationale des Émirats Arabes Unis, Cheikh Saïf bin Zayed Al Nahyan, ministre de l'Intérieur, et Cheikh Abdallah bin Zayed Al Nahyan, ministre des Affaires étrangères. Et du côté marocain, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Tawfiq. En cette douloureuse circonstance, le Maroc partage la douleur de l'illustre famille princière et du peuple émirati frère. Sa Majesté le Roi avait donné vendredi 13 mai dernier ses hautes instructions pour décréter un deuil officiel de 3 jours dans le royaume, avec mise en berne du drapeau national sur les édifices gouvernementaux, les administrations et les lieux publics, ainsi que sur les ambassades et consulats du Maroc à l'étranger. Depuis hier, plusieurs chefs d'État et hauts responsables du monde entier affluent à Abu Dhabi pour présenter leurs condoléances à la famille princière et au peuple émirati. Et les images sont signées Abdelali Riyad.
Nous célébrions hier le 66e anniversaire de la création des Forces armées royales, l'occasion de mettre en avant le palmarès foisonnant de réalisations, de sacrifices des phares au service de la patrie depuis leur création le 14 mai 1956 au lendemain de l'indépendance du royaume par feu Sa Majesté Mohammed V. Un glorieux anniversaire dont la commémoration rend hommage à une institution qui ne cesse de déployer d'importants efforts pour défendre les intérêts supérieurs de la patrie. Oumé Marami. Ils se tiennent droit dans leurs bottes, prêts à faire face à n'importe quelle épreuve, n'importe quelle adversité. Et cela, depuis leur création par feu Sa Majesté le roi Mohammed V, au lendemain de l'indépendance, le 14 mai 1956. Depuis ce jour, leurs interventions sur le terrain sont menées avec courage et dévouement. Une armée moderne et professionnelle qui ne cesse de se développer. Feu Sa Majesté le roi Hassan II poursuit avec détermination l'œuvre de son défunt père. Sur la même lancée, et depuis son accession au trône, Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, accorde une attention particulière à cette institution en l'entourant de sa haute sollicitude, toute la grande famille des Forces armées royales. Sous la houlette du souverain, il se modernise, se dote d'un matériel NEC plus ultra et de capacités d'intervention élargies. Toutes composantes confondues, terrestres, aériennes, navales et gendarmerie royale, les vaillantes forces armées royales s'engagent avec courage et dévouement pour hisser haut les couleurs de la patrie et défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Ambassadeurs des valeurs authentiques du royaume, partout où le devoir appelle ses membres, les forces armées royales tendent la main aux gens en détresse, même à l'international. 66 ans de dévouement sans jamais faillir. Une histoire de bravoure et d'abnégation animée par la devise éternelle « Dieu, la patrie, le roi ». Nous en parlons avec Mustafa Sahimi, professeur de droit et politologue. Professeur, la célébration du 66e anniversaire de la création des phares est marquée comme chaque année par un ordre du jour adressé par Sa Majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des Forces armées royales, aux officiers, sous-officiers et hommes de troupes. C'était hier samedi. De cet ordre du jour, nous retenons les résultats positifs des précieuses réalisations des phares au cours de l'année écoulée. Quelles sont ces réalisations et quelle est leur portée ? Au-delà des réalisations qui sont connues, les phares, je vais employer une formule qui n'est pas la mienne, c'est les phares de la nation, P-H-A-R-E-S. C'est une formule intéressante qu'il faut rappeler. C'est le 14 mai et traditionnellement, il y a donc un ordre du jour du souverain qui est chef suprême et chef d'état-major des Forces armées royales, un ordre du jour qui fait le point sur une situation et qui donne des éléments d'évaluation et en même temps des perspectives. Alors, quelle est la mission des phares? La mission, c'est d'abord la défense. C'est la défense du royaume et de son intégrité territoriale. C'est la défense de sa souveraineté. Et à cet égard, il y a la mobilisation des phares, on ne le dit pas suffisamment, dans la lutte antiterroriste. Je fais référence à la conférence mondiale à Marrakech qui s'est tenue donc il y a 4 jours. Mercredi. Il y a également le rôle social. Les phares ont une mission de protection sociale. Ils ont un rôle social. Les phares interviennent en hiver en particulier en faveur des populations qui sont dans des zones enclavées. Les phares interviennent dans les catastrophes naturelles. Les phares interviennent aussi à l'international. Et oui, savez-vous qu'il y a 11 hôpitaux de campagne qui étaient installés grâce aux phares à l'étranger, en Afrique et notamment en Jordanie, en Irak, en Palestine, etc. Savez-vous combien de prestations médicales ont été faites par les phares? Plus de 600 000. Donc voilà les phares. C'est cette image-là qu'il faut donner. Je crois que c'était important de le rappeler. Alors, professeur, dans l'ordre du jour adressé aux phares, Sa Majesté le roi a donné ses hautes instructions pour la mise en place d'une haute commission militaire chargée d'examiner le projet de création d'un statut des sous-officiers qui définit le cadre juridique et organisationnel ainsi que la gestion de leur parcours professionnel. Une autre marque de la sollicitude royale envers l'ensemble des composantes de nos forces armées royales, professeur. Le grand chantier royal, c'est l'état social et la protection sociale. Donc il faut que ça soit élargi à toutes les composantes de la société,
en l'occurrence la composante des forces armées royales. Et sur ce plan-là, de nombreuses mesures ont été prises par le souverain depuis son accession sur le trône, donc pour améliorer les conditions sociales des éléments des forces armées royales. Il faut faire référence à cet égard à l'action des œuvres sociales, des phares, présidée par Son Altesse Royale, la princesse El-Meriem. Il faut également évoquer, vous l'avez dit, le statut des sous-officiers. Donc tout ça participe d'une volonté d'organiser, de réglementer et en même temps de réguler les plans de carrière. Donc c'est des statuts qui doivent être revus et corrigés, qui participent d'une approche sociale en faveur donc des éléments des forces armées royales. L'une des manifestations les plus marquantes de l'intérêt que porte le souverain pour l'élément humain prend également forme à travers l'intégration des jeunes Marocains dans le service militaire, avec l'entrée cette année d'une nouvelle promotion composée de pas moins de 20 000 appelés. Ça montre bien la liaison qu'il y a entre la jeunesse et donc la société et les forces armées royales. L'instauration du service militaire qui avait été suspendu pendant 2 ans, qui reprend, est un acte évidemment qu'il faut saluer. C'est important, pourquoi? Parce que c'est un creuset où se retrouvent toutes les couches de la société. C'est également un format qui permet de donner des capacités aux conscrits. Vous savez combien il y a eu d'inscrits pour 2022? 178 000. 178 000, donc il y a de l'engouement, il y a de l'intérêt. On va en prendre que 20 000. Ce qui est intéressant aussi, c'est la formation donnée aux conscrits. Et qui vont être retenus 4 mois de formation militaire et 8 mois de formation spécialisée professionnelle. Vous savez dans combien de secteurs? Plus de 60 spécialisations, couvrant tous les domaines d'activité. Et donc, le jeune conscrit marocain qui fait son service militaire, il sort. D'abord, il y a une formation militaire, ça n'est pas négligeable, et il a une formation professionnelle, donc lui permettant d'avoir un avantage sur le marché de l'emploi. C'est pour ça que c'est très demandé, l'inscription et la participation au service militaire. C'est un levier de formation et de progression sociale. Donc tout ça doit être dit, et je voudrais dire aussi que c'est un élément aussi d'accompagnement de la réforme du système éducatif. Parce que c'est dans l'armée et on donne une formation, et c'est une formation pointue, rigoureuse, comme ça se passe dans l'armée. Et puis les jeunes qui sortent du service national, ils sont différents par rapport à l'entrée. Pourquoi? Parce qu'il y a le sens de la discipline, il y a les horaires qu'il faut travailler, il y a le contrôle, etc. Et donc c'est un autre jeune qui sort après les 12 mois de service national. Professeur, le Maroc est devenu aujourd'hui un partenaire agissant et fiable dans les opérations de maintien de la paix dans le monde. Un engagement qui sera renforcé par la création d'un centre marocain pluridisciplinaire de maintien de la paix, annonce encore l'ordre du jour. Quelle sera la spécificité de ce centre? Au-delà de la spécificité de ce centre sur laquelle je vais revenir, le Maroc et les opérations de maintien de la paix, c'est une longue histoire. C'est plus de 62 ans. Le premier contingent marocain qui est intervenu dans le cadre des casques bleus, c'était au Congo en 1960. Et donc, sur ce plan-là, tout le temps, le Maroc a été présent dans le cadre des opérations de maintien de la paix sous couvert des Nations Unies, partout. En Somalie, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, à Haïti, en Bosnie-Herzégovine, avec l'ASFOR 1995, Kosovo, etc. Donc le Maroc a toujours été présent. Le total des effectifs marocains dans le cadre des opérations de maintien de la paix se monte à 63 000. Il y a eu 63 000 militaires des forces armées royales qui ont participé depuis donc 60 ans à ces opérations de maintien de la paix. Donc ça c'est important. Et je voudrais ajouter aussi le fait que il y a 5 ans, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui s'était rendu à Bangui, donc avait fait une déclaration, parce qu'il y avait eu des victimes marocaines et d'autres, etc. Il a fait une déclaration pour rendre hommage au courage extraordinaire des Marocains. Donc c'est quelque chose qui participe de notre vision. Nous sommes volontaires et actifs et au premier plan dans les opérations de maintien de la paix. Pourquoi? Parce que c'est la cause de la paix, de la stabilité. Et ça participe du socle de notre diplomatie, de notre politique étrangère. Professeur Mostafa Sahimi, je rappelle que vous êtes politologue aussi. Merci pour cet éclairage. Merci à vous.
Direction la région de Kala, à la découverte de bâtiments d'une réelle singularité architecturale. Je vous parle des Tazota, des constructions très anciennes en pierre, initialement destinées à l'habitation et se sont petit à petit transformées en espaces de stockage de produits alimentaires ou encore de fourrage avant de devenir des gîtes ruraux pour touristes. Reportage Fatna Tabout, Achar Ben Saoud, Dominique Orlando. Elles sont caractéristiques de la région d'El Jadida. Lorsque l'on en croise une sur son chemin, on ne peut s'empêcher d'abord de l'observer et ensuite de se poser la question quant à sa réalisation. Ce sont des pierres enchevêtrées mâle-femelle, disposées comme les écailles de poisson. Donc ce qui fait, vu l'épaisseur des murs, 2 mètres à la base et 6 mètres de hauteur. Donc la façon dont ils sont construites, jamais elles ne tombent sur les têtes des occupants. La façon dont ils sont inclinés, donc si jamais ils enlèvent les pierres, ça part de l'autre côté. Nous avons reçu des architectes asiatiques, ils sont venus pour scanner et ils trouvent vraiment que c'est quelque chose de génial. Et lorsqu'elles ne servent pas d'entrepôt ou de grenier pour la paille ou le foin, la Tazota se révèle être un excellent refuge contre les fortes chaleurs estivales et pour les hommes et pour les animaux. A contrario, durant l'hiver, la température y est beaucoup moins froide qu'à l'extérieur. Quand on a acheté le terrain, on a trouvé ce beau patrimoine qui est la Tazota. On l'a restauré avec de la terre et de la chaux et on l'a aménagé pour qu'il devienne un gîte rural. Et l'expérience est, paraît-il, tout à fait inédite. À l'intérieur de ces tazotates, la notion du temps semble s'évaporer. Le silence y règne en maître jusqu'au petit matin, lorsque résonnera au loin la certitude sonore d'être effectivement à la campagne. Le palmarès de la 32e édition du Marathon international de Marrakech maintenant. En tête du podium, l'athlète éthiopien Bonsa Dida et la marocaine Fatem Zahra Gerdadia. L'épreuve du marathon d'âme a été dominée par les athlètes marocaines qui ont remporté les 3 premières places. Bouker Ben Rabrit. Sur la ligne de départ, quelques 9000 coureurs, dont 1500 athlètes venus des 4 coins du monde. Les Éthiopiens sont venus en force à Marrakech. Ndeshogese Choumi et le redoutable Bonsa Bida. Après 1h35 de course, les rangs se resserrent. 4 athlètes en tête, Julius Kiprono, Samir Jouher et l'Éthiopien Bonsa Bida. À quelques mètres de l'arrivée, dernière ligne droite, Samir Jouher ne baisse pas les bras, malgré l'accélération de l'Éthiopien Bonsa Bida, qui franchit d'ailleurs la ligne d'arrivée après 2h 9 minutes et 34 secondes, suivi de notre athlète Samir Jouher, 2h 9 minutes 36 secondes. Au 3e rang, l'Éthiopien Ndesho Negese Choumi. I'm very happy. I'm very happy. Very condition. Very Marrakech. Very good. Chez les dames, 3 Marocaines se distinguent. 3e place, Hanan Kellouj. 2e, Keltoum Bouassiriya. Et sur la première marche du podium, Fatem Zahra Girdadi, qui réalise un chrono de 2h 24 minutes 56 secondes, battant ainsi le record du marathon. Cela fait de nombreuses années que le record du marathon de Marrakech n'a pas été battu. Il était de 2h 26 minutes, c'est ma première participation et je vais me préparer sérieusement au 18e championnat du monde d'athlétisme prévu en juillet prochain aux États-Unis. L'épreuve du semi-marathon a été remportée chez les hommes par l'athlète marocain Omar Eit Chitachen. Chez les dames, Rakia Al-Moukim remporte le titre de cette 32e édition. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité de ce dimanche. D'autres titres à la une à 21h et demain à 19h. C'est Nissa Lévin que vous retrouvez. À bientôt.